On est tous ensemble, je crois. Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin pour ce premier rendez-vous du Bench Live. Alors, le Bench, c'est quoi? C'est un nouveau rendez-vous qui est proposé par Comment et on a le plaisir et la chance d'accueillir aujourd'hui pour cette première édition Marie-Aude Dubrancher qui est donc DIRCOM de la Poste. Et Comme adjointe, pardon. comme adjointe de la Poste. L'idée avec le Bench, c'est de parler des campagnes de communication, de la politique des marques, des événements. Et on en a un considérable qui nous est arrivé, c'est celui du Covid. Et ça va être intéressant d'entendre Marie-Aude sur la façon dont la Poste a géré sa communication à cet instant critique pour tous. Et puis, en fait, on a une ambition très simple, c'est de proposer ce rendez-vous mensuel pour découvrir des actions et surtout échanger dans un cadre qui se veut le plus informel possible. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'échanger, de poser des questions. On compte sur vous. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Matt qui va nous présenter notre première invitée. Oui, bonjour tout le monde et merci de nous rejoindre ce matin. Ce matin, vraiment, on a la chance parce qu'on a Marie-Aude avec nous qui a 25 ans d'expérience dans la communication, qui est aussi membre du conseil d'administration de Comment depuis 2013. Donc, La Poste, c'est un groupe qui pèse aujourd'hui 31 milliards et a 250 collaborateurs aujourd'hui. 250 000, pardon. 250 000, excusez-moi. Et aujourd'hui, donc Marie-Aude qui est aujourd'hui à la Poste, et avant la Poste, elle a travaillé aussi au Crédit Agricole. Donc aussi, on a une star avec nous aujourd'hui parce que dans le classement V comme V pour la sphère publique en 2020, donc elle a été nommée maire DIRCOM, son patron était aussi maire dirigeant, et aussi le service de presse était aussi nommé numéro 1 aussi pour le service de presse. Donc, et ces interventions sont assez rares de la part de Marie-Aude, donc on est vraiment ravis qu'elle nous a gardé cette exclusivité. Maintenant, je vais me taire et je laisse la parole à Marie-Aude. Merci beaucoup, Matt, de cette très gentille entrée en matière. Je ne peux quand même m'empêcher de dire que merci de m'avoir rendu hommage sur V comme V cette année, mais je voudrais quand même rappeler que je me souviens d'une année assez proche où j'étais troisième parce que tu étais premier. Et j'étais quand même très fière d'être dans un trio avec toi. Bonjour à tous, bonjour et merci de m'inviter pour cette première du Bench. Je suis évidemment très honorée d'être invitée. Je pense que je le dois à la fois effectivement à mon rôle d'administratrice de Comment et puis aussi peut-être à un élément de la communication de la première entreprise de France, puisqu'on est le premier employeur de France après l'État à la Poste. Et donc, pour commencer ce bench, j'avais proposé à Matt de faire un petit focus sur comment la Poste a passé cette crise en communication, enfin de manière générale, et puis avec un petit focus communication, et puis aussi un petit focus dans la communication. J'ai choisi le focus média, d'abord parce que c'est celui que je pilote directement, et puis aussi tout simplement parce que souvent, j'ai l'habitude de dire que s'il n'y a pas crise médiatique, il n'y a pas de crise. En tout cas, c'est pas pareil. Il n'y a pas la même intensité, il n'y a pas la même pression, il n'y a pas la même réactivité, la même puissance qui pèse sur l'organisation. Donc, c'est vraiment la force et la puissance du média et des influenceurs et des VIP qui parlent à travers la presse, qui fait peser un poids sur l'entreprise et ses collaborateurs. Donc, du coup, j'ai choisi effectivement de vous parler de ça et de vous dire comment on a vécu ce moment vraiment, ce moment dans lequel on est toujours d'abord, et puis cette crise vraiment particulière. Je repars un petit peu sur l'année 2020. En fait, ce qui était fou, c'est que l'année 2020 pour nous a commencé au firmament. Puisqu'en fait, le groupe La Poste travaillait depuis plusieurs années d'une manière assez active dans le cadre d'un rapprochement avec la CNP, puisqu'en fait, la CNP, dont l'actionnaire majoritaire était la Caisse des dépôts. Donc, nous travaillions à ce moment-là avec la Caisse des dépôts pour pouvoir intégrer dans le groupe La Poste la CNP, ce qui permettait à la Banque Postale d'avoir un modèle complet de banque assurance. C'est une opération majeure, une opération qui représente un apport de 6 milliards d'euros pour la Poste, donc quelque chose d'extrêmement important sur lequel nous étions très, très engagés depuis des années. Donc, un dossier qui nous tendait tous. Et ce dossier,
abouti le 4 mars 2020. Voilà, donc il est signé le 4 mars 2020, mais les jours avant, évidemment, il était déjà très avancé. Et donc, du coup, début 2020, c'est une très, très grande année. Nous avons le travail qui a été conduit par le président de la Poste et ses équipes pour conduire ce rapprochement avec la Caisse des dépôts et former aussi ainsi le grand pôle financier public, puisqu'on a aussi à cette occasion changé d'actionnaire. Ce travail est salué par tous. Là, on a des grands moments de presse avec des papiers superbes, des pleines pages dans Le Monde, des doubles dans Match, dans le JDD. Donc, un moment vraiment de bonheur, comme on en a parfois dans notre métier, très rarement, mais parfois. Là, quelques jours de bonheur. Là-dessus arrive effectivement l'étude V comme V qui consacre le président de la Poste comme le meilleur communicant ou celui qui a la meilleure communication sur les 53 participations de l'État. Et donc, effectivement, c'est un moment de fierté. Et je me souviendrai longtemps être venue donner ces résultats oralement au président de la Poste. Alors, je ne sais plus si c'était le 14 mars au soir, mais je suis venue, je me souviens que j'avais un peu rangé mon bureau et que je m'étais dit, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et je suis venue le voir en lui disant, bon, on va se reparler, évidemment, mais quoi qu'il en soit, voilà, avant qu'on passe sur autre chose, je voulais vous donner ces résultats. Et puis voilà, et puis là arrive l'annonce du confinement. Donc là, on va dire, c'est la vie bascule. Et ce qui est très, très particulier, c'est qu'on ne se souvient pas, parce que maintenant on vit avec, mais à ce moment-là, quand même, ce qui prévaut, c'est la sidération. Hein, je crois que si on fait tous un petit effort, on se souvient de l'effet que ça nous a fait. Et nous, au départ, la première semaine, on essaye de faire face et de fonctionner avec deux obsessions en tête. Évidemment, la première obsession, c'est la sécurité des collaborateurs. Et la deuxième obsession, qui est identitaire pour un service public, c'est la continuité du service public. Et là, en fait, on se rend compte qu'on est en face d'un truc de dingue, qui est qu'on est face à une pandémie mondiale de contact. On se rappelle, en mars, en plus, on avait quand même un petit peu de mal. Enfin, on était loin des connaissances qu'on a acquises aujourd'hui, mais on est en face d'une pandémie de contact. Et nous, la Poste, on est le métier de contact. Celui qui envoie chaque jour 70 000 personnes, 70 000 facteurs au contact de la population, qui va chez les gens. Un métier qui accueille dans ses bureaux de poste plus d'1 million de citoyens chaque jour. Donc, le métier de la Poste est un métier de contact, alors qu'on était en pandémie de contact. Et même quand on remonte dans les processus, dans les process logistiques qui sont colossaux, parce que souvent on ne se rend pas compte, la Poste, on la voit du point de vue de son facteur. La Poste, c'est avant tout une énorme organisation logistique qui transporte des milliards d'objets par an, c'est-à-dire des lettres, des colis, de l'argent, et qui est engagé dans un processus industriel effectivement très, très, très lourd, vous imaginez, sur des centaines et des centaines de points de contact en France. Et dans les processus, même dans les processus logistiques, ce sont des processus qui engagent beaucoup de contacts. Les gens qui trient, les facteurs qui trient, les facteurs trient sont très proches. Quand on est autour des chaînes logistiques, les gens sont très proches. Dans un bureau, on a fait tomber les hygiaphones il y a quelques années, si vous vous en souvenez. Donc, il y a le contact avec la population. Et donc, du coup, vous imaginez bien ce que ça peut supposer de réaliser que nous étions construits de A à Z sur le contact et la proximité, puisque la proximité, c'est l'ADN de la Poste. Et tout d'un coup, on se retrouve face à une pandémie de contact. La deuxième chose, c'est que naturellement, les postiers sont comme tout le monde. Les postiers sont aussi inquiets. Donc, il y a au départ une forme d'inquiétude. L'inquiétude, évidemment, pour soi et sa famille, mais aussi l'inquiétude d'être un agent propagateur de la maladie. C'est une responsabilité très, très compliquée. Et puis aussi, il y a évidemment le problème de la garde des enfants. Les enfants des soignants ont été pris en compte. Les enfants des autres services publics, non, et en l'occurrence, pas des postiers. Et si on a une moyenne d'âge relativement élevée
notamment dans le métier du courrier, dans le métier de l'accueil en bureau de poste. On a beaucoup de femmes, beaucoup de mères de famille qui sont conseillères et qui gèrent les clients en bureau de poste. C'est une donnée statistique sociétale, mais aussi beaucoup de familles monoparentales dans ces familles-là. Et donc, un fort absentéisme assez rapidement lié à la garde d'enfants. Donc, tout ça nous conduit effectivement à devoir prendre des décisions. Et la deuxième semaine, les décisions qui sont prises avec les médecins du travail qui nous poussent beaucoup parce qu'ils font leur job, à dire attention, métier de contact, de proximité, pandémie de contact, il faut absolument protéger les postiers et puis réduire le service pour réduire l'exposition en fait au virus. Et donc évidemment pour nous c'est prioritaire naturellement, c'est une vraie responsabilité. Et en même temps cette nécessité de pouvoir assurer la continuité de service. Et en plus, on était donc mi-mars, fin mars, et mi-mars, fin mars, ça veut dire que la Poste aborde une perspective qui est que la première semaine de chaque mois, entre le 5 et le 7, suivant les jours où ça tombe, la Poste est l'organisme qui délivre la moitié des prestations sociales de ce pays, c'est-à-dire que la moitié des allocataires donc l'aperçoivent à travers la Poste et ont, pour beaucoup, voire l'essentiel, l'habitude de se rendre à la Poste pour aller recevoir leurs allocations. Des gens qui ont très peu de moyens, qui sont souvent des clientèles fragiles et qui ont besoin d'aller prendre l'argent pour l'avoir, pour faire leurs courses, etc. Et ça, c'est une mission pour nous qui est fondamentale. Et vous imaginez bien que dans la situation de tension extrême dans laquelle on était, l'idée de ne pas pouvoir être en mesure de servir les prestations sociales à des centaines de milliers de personnes était juste inenvisageable. Donc, ce préambule est un tout petit peu long pour expliquer que là, la Poste doit prendre des décisions qui, à partir de là, ont enclenché la suite, qui est que, du coup, la deuxième semaine du confinement, la décision est prise, donc le facteur passera 3 jours par semaine, et donc d'ouvrir 1600 bureaux de poste. Ces décisions étant prises, donc pour les raisons que je viens de vous expliquer, mais aussi pour être un socle qui permette de maintenir le service, donc ne jamais l'arrêter, et à partir de là, avoir le temps de reconstruire les process en intégrant les contraintes sanitaires, c'est-à-dire tout refaire, casser les équipes, faire des roulements, revoir le tri, revoir la distribution, revoir l'ensemble donc, des processus pour pouvoir permettre aux postiers de travailler dans des conditions de sécurité acceptables pour eux et pour la population. Et donc, le facteur passe 3 jours, 1600 bureaux de poste sont ouverts. Quand je dis 1600 bureaux de poste sont ouverts, c'est sur les 8000 que nous avons donc, en France et nous avons également 8000 autres points de contact qui sont dans des mairies et dans des commerces, notamment en milieu rural. Donc, c'est vrai que dans les commerces, beaucoup sont fermés. Et puis, les mairies, à ce moment-là, beaucoup sont fermées aussi. Donc, l'offre d'accueil en bureau de poste, elle est très réduite. Elle est réduite presque uniquement au départ à nos 1600 bureaux et le facteur passe 3 jours. Et là, monte d'une manière assez violente, s'allume la crise médiatique, mais en fait, les médias sont le reflet d'une crise tout court, à la fois pressurés par les syndicats qui, naturellement, communique, alors on voit une dépêche AFP où Sud affirme qu'il y a 10 000 droits de retrait, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a 10 000 postiers qui refusent de travailler, alors que c'est un mensonge absolu, une fake news scandaleuse, puisqu'il y a eu, au pire du pire, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce du confinement, pendant 1 jour, 2 000 droits de retrait, et ensuite, une semaine après, il n'y en avait plus, 0, c'est-à-dire que tous les postiers sont allés travailler. Mais le syndicat allume ce feu-là et donc les Français comprennent que les postiers ne veulent pas travailler, ils sont scandalisés, le facteur passe 3 jours par semaine, ça veut dire que les éditeurs de presse se rendent compte que du coup, constatent qu'on ne peut plus distribuer tous les jours la presse, ce qui est pour eux évidemment inacceptable.
et ils sont en désaccord absolu avec cette décision. Et comme toujours, les éditeurs de presse ont beaucoup de pouvoir, publient des papiers incendiaires partout, s'allient au sein de leur syndicat, donc l'Alliance interpelle le gouvernement, et l'affaire monte d'une manière absolument brûlante, bouillante, excessive, injuste, et fondée sur la non prise en compte de la réalité. La réalité, c'est ce que je vous ai brossé, qui ne me paraît pas scandaleuse au départ. Et à l'arrivée, on a des gens, des médias qui nous disent « mais où sont les postiers? Que font-ils? Pourquoi vous ne passez pas tous les jours ?» Et le fait de dire « mais il y a une pandémie de contact, on a un métier de contact, on a l'absolue obligation de respecter, de protéger la sécurité de nos postiers », rien n'est audible, les gens veulent rester chez eux, recevoir des colis, que le facteur passe, que les bureaux de poste soient ouverts, et puis c'est tout. Donc, une situation un petit peu compliquée, d'autant que là, vraiment, ça monte beaucoup en médias. Et donc là, nous étions, organisés en cellule de crise, j'allais dire un peu permanente, puisque donc il a fallu évidemment passer en télétravail, comme tout le monde, de manière immédiate, et nous organiser donc au sein de la fonction communication avec une cellule de crise pilotée par la DIRCOM DGA du groupe La Poste en charge de la com et du numérique, Nathalie Collin, qui pilotait donc la cellule de crise tous les matins avec nous à 9h, avec vraiment ses très proches collaborateurs. Et ensuite, chacun de nous donc déclinait ça dans la journée pour pouvoir donner des directives le plus rapidement possible. Et notamment, moi, je m'appuie aussi sur les directeurs de la communication des autres branches, c'est-à-dire du courrier, du réseau, de la branche numérique, etc. Et puis aussi, et ça a été très important, le lien à travers mes équipes presse avec les attachés de presse qui sont en territoire, puisque j'ai une filière d'une trentaine d'attachés de presse répartis dans les régions qui ont en charge la presse régionale, qui eux-mêmes sont attaqués, j'allais dire, presque au couteau, par les éditeurs de presse qui font publier des papiers au vitriol et qui, franchement, nous mettent à genoux. Donc là, rapidement, on prend et pendant ce temps, chaque jour, 100 000 postiers, courageusement, prennent leur vélo, leur voiture, vont ouvrir leur bureau de poste et sont sur le terrain pour servir les gens dans des conditions complètement folles, quand même, et au mépris de leur propre inquiétude pour eux et pour leur famille, quoi. Des gens incroyablement courageux, et des gens courageux qui, toute la journée, se font insulter sur les réseaux sociaux, ouvrent le journal et se font insulter, et sont dans cette situation, encore une fois, d'une totale injustice, et qui les meurtrit beaucoup, parce que ce sont des gens qui ont chevillé au corps l'esprit de service public, et qui se retrouvent, et qui ont l'habitude d'être plutôt appréciés par la population, et qui se retrouvent dans une situation d'être insultés. Donc, en com, qu'est-ce qu'on fait? Donc, et donc, vraiment, là, c'était les relations avec les médias, puisque c'était par là que passait cette crise, donc, qui drive l'affaire. Donc, on prend une première décision qui a été un petit peu clé, c'était de se dire, OK, on dit qu'on n'est pas là, donc en fait, il faut que ça se voit vraiment qu'on soit là. Et donc, du coup, on décide de se débrouiller pour communiquer largement, et avec la puissance que la Poste peut avoir, à minima, une fois par jour vers l'extérieur, avec une news, une nouvelle, une information, quelque chose de concret à dire. Et on se donne ça, à minima, une communication, un communiqué par jour, à la fois en presse nationale et puis repris sur l'ensemble du territoire, pour vraiment montrer qu'on est là, c'est-à-dire ne pas laisser systématiquement sortir des infos tous les jours. Donc ça, c'est une première décision qui a l'air de rien, mais qu'il faut faire vivre, hein. Voilà, il y a un peu de boulot. Et puis, bien sûr, on décide pour montrer qu'on est là. Alors moi, c'est un peu une attitude permanente, mais dans ces conditions-là, c'était un peu plus compliqué. C'est que on prend partout en France tous les appels de journalistes, c'est-à-dire 100% des appels pris immédiatement. Les postiers, y compris ceux de la com, sont au travail. Ils prennent chaque demande de presse, ils traitent chaque demande de presse, ils traitent chaque demande de reportage. Tout le monde, toutes mes équipes se mettent en ordre de marche pour pouvoir prendre en compte et traiter toutes les demandes. Absolument toutes les demandes, pas une demande n'est laissée sur le bord de la route, elles sont toutes traitées immédiatement. Le message implicite en creux, c'est les postiers sont là, ils sont à votre service et ils sont au travail.
Voilà. Donc on part comme ça, et ça veut dire que à l'arrivée, on a publié pendant la période, je me situe uniquement sur la période du premier confinement, plus de 1000 communiqués de presse, à la fois, enfin une cinquantaine au niveau national et puis le reste en région, mais pour donner à travers donc la presse des informations aux clients en disant on a rouvert le service, le facteur passe 4 jours par semaine maintenant, il passera 5 jours à partir du temps, tant de bureaux sont ouverts puisqu'on a cessé à partir du moment où on avait construit le socle de services, comme je vous l'expliquais, de l'étendre, et chaque semaine, on réouvrait et le nombre de passages de tournée et le nombre de bureaux de poste ouverts et le nombre de mairies accueillant le service postal ouvert. Donc, ça a été une course permanente donc à la réouverture, à l'élargissement du service. Et donc, vraiment, toute l'idée, c'était pendant ce temps de le faire savoir et de donner des informations sur l'état des lieux du service qu'on pouvait trouver, les bureaux qui étaient ouverts, et donc vraiment avoir cette communication informative, mais aussi, et qui montrait la continuité de service, qui est vraiment quelque chose de clé, mais aussi de montrer tout le support de la Poste à l'effort de la nation, et au soutien de l'économie, avec toutes les initiatives qu'on faisait. Par exemple, les facteurs passaient 3 fois pendant 3 semaines, certes pour distribuer le courrier, mais pour autant tout ce qui était portage de repas aux plus fragiles, évidemment, ça a été assuré tous les jours. On a contribué à la création logistique d'applis, comme du site maladiecoronavirus.fr. On a créé pour le ministère de la Santé, dans des délais absolument records et des abracadabrantesques, la plateforme de distribution des masques pour les PME. Enfin, on a vraiment contribué, on a mis en place pour le ministère de l'Éducation la plateforme donc des devoirs à la maison, qui permettait en fait aux profs de passer les devoirs, et pour les jeunes les enfants qui n'avaient pas les moyens de le faire par Internet sur un ordinateur, donc de récupérer leurs devoirs faits à la main et de les redonner aux professeurs, donc de collecter ces devoirs-là. Donc, on a lancé vraiment beaucoup d'initiatives qui vraiment permettaient de montrer que la Poste participait à l'effort de la nation et au soutien de l'économie, de l'activité et de la population. Et donc, tout ça, donc, un grand renfort, effectivement, de communication et de communiqué de presse. Et puis, évidemment, j'ai vu que quelques-uns de mes collègues étaient branchés aussi. Tout ça complètement interpénétré avec la communication interne, où on essayait de montrer, enfin on n'essayait pas, donc on montrait quotidiennement donc aux postiers combien on était conscient et combien leurs efforts étaient vus et perçus par la population, parce que par ailleurs ils recevaient aussi beaucoup de félicitations, de remerciements, des enfants qui mettaient des dessins sur les boîtes aux lettres pour les facteurs, etc. Donc ces petites choses-là, donc on a essayé vraiment de les mettre en scène pour leur donner un peu de baume au cœur, parce que c'était vraiment très difficile. Et puis donc en pub aussi, donc on a essayé d'être là pour être partout, tout le temps, pour montrer encore une fois la permanence de notre présence, et en communication institutionnelle naturellement, puisqu'on s'est aussi adressé aux élus, et puis en créant aussi un hub de contenu très à jour sur le site institutionnel pour donner toutes ces nouvelles et qu'on puisse facilement voir l'ensemble des initiatives qui grossissaient tous les jours de la Poste au service de la société. Donc, à la fin du premier confinement, le service est quasiment rétabli. Nous, on a fait face à une catastrophe industrielle considérable, puisque avant même qu'on réduise le service, les flux de courrier, juste comme ça pour se le dire, à partir du moment où la Poste s'est arrêtée, la France s'est arrêtée, les flux de courrier ont chuté de 50%. 50%. Ce qui fait qu'à l'arrivée, à la fin de l'année, malgré tous les efforts de reconstruction, de récupération des flux, de toute façon, il va quand même nous manquer 1 milliard d'euros sur la partie courrier. Donc, pour vous dire que voilà, on n'est pas dans la zone de bruit. Et au colis, on vit une situation particulière qui est au début, effectivement, une chute des volumes, contrairement à ce qu'on imagine. Donc, du coup, en fait, on nous reprochait de travailler, mais en même temps, les volumes s'étaient effondrés, les volumes de tout. Et ensuite, à une explosion, et là, vous en avez entendu parler aussi,
exponentielle donc des volumes de colis, puisque là, les gens voulaient rester chez eux et pouvoir commander donc ce dont ils avaient besoin. Et donc là, on a eu aussi tout un tas de polémiques à gérer à travers la presse notamment sur est-ce qu'il faut faire la police des colis, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, certains syndicats ont été aussi très revendicatifs sur cette thématique et donc ont réussi d'ailleurs à faire fermer les 5 entrepôts Amazon de France. Donc il y avait un petit peu d'enjeu là aussi, un peu de tension. Donc à la fin du premier confinement, donc une image incroyablement dégradée. Voilà. Et donc là, en 2 mois, la destruction en termes d'image d'années de travail, donc un sentiment vraiment, vraiment difficile et un fort sentiment d'injustice parce que, encore une fois, un travail énorme, dingue, avec un engagement de fou, donc des postiers de terrain, un engagement de fou de tout le monde, y compris de l'ensemble de la fonction communication qui a travaillé jour et nuit pour essayer de leur 7-7 pour essayer de leur rendre justice, et aussi une forme d'injustice ressentie particulière pour nous parce que un travail considérable développé avec une lutte de dingue pour obtenir des papiers positifs et Dieu sait si on en a obtenu, mais évidemment comme toujours on se souvient que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, et bien les postiers ne se souvenaient évidemment que des papiers ou des sujets télé qui les avaient meurtris et 5, 6, 7 sujets positifs ne soignent jamais la blessure du sujet négatif malgré tous nos efforts. Donc, on a essayé quand même de leur montrer à la fin de ce premier confinement, certes que notre image était dégradée, mais pour autant, quand même, on s'était battus, on les avait défendus et qu'il y avait eu plein de choses positives qui avaient réussi à être montrées. Hein, donc, ça a été vraiment beaucoup de travail de conviction pour aller les chercher et c'était vraiment, vraiment essentiel et on se sentait vraiment chargé d'une mission importante pour le faire. Donc, quoi qu'il en soit, à l'issue de cette période, l'image est en effet dégradée. Et c'est perceptible effectivement dans les études. Et donc, du coup, on est reparti un peu fatigué, mais le mot redans sur la volonté de la remonter pour essayer pas d'effacer, mais en tout cas de revenir à un niveau d'image plus réel, plus correct par rapport à ce qu'on méritait finalement. Et du coup, donc on a eu plusieurs séquences de communication sur lesquelles je vais venir très vite là pour être courte et laisser du temps à l'échange. Une première communication cet été qui a été importante parce qu'en fait cet été toujours avec cet objectif de dire la poste est là. Donc on a conçu une communication qui était sur 2 pieds qui disait d'une part cet été tous les bureaux de poste seront ouverts alors que d'habitude dans les zones qui ne sont pas des zones de vacances où généralement la population effectue une petite transhumance. Donc là, c'est là où on peut fermer des bureaux de poste pour ouvrir des points éphémères dans les lieux de vacances. Donc là, on a dit que tout restera ouvert. Quand on a posé cette décision, ça a l'air très simple, mais il faut quand même l'appliquer. Et les postiers aussi, comme ils avaient bossé, ils avaient besoin de vacances. Et donc, pour assurer cette promesse, et y compris aussi d'avoir ouvert des points temporaires dans les lieux de vacances, on a donc lancé 2000 recrutements de CDD pour venir renforcer les postiers dans les bureaux de poste pour tenir ces bureaux ouverts. Et là, cette campagne de recrutement donc, a été relayée par les attachés de presse dans l'ensemble de la PQR, parce que c'était des recrutements partout qui étaient évidemment bienvenus, parce que 1 ou 2 mois de CDD pour les jeunes dans cette période, c'était quand même très précieux. Et d'ailleurs, on avait 2000 postes à pourvoir, on a eu 65 000 CV en 5 minutes, donc il a fallu vraiment vite clore le truc. Et du coup, ça a donné lieu à une centaine de reprises presse qui nous ont effectivement permis de dire en creux qu'on était là et que toutes les postes étaient rouvertes. Et puis ensuite, à la rentrée, donc là, je vais faire très rapide aussi, mais à la rentrée, donc là, on a eu un peu de réflexion et finalement pris la décision, puisqu'on était dans une période qui s'annonçait comme étant historique en termes de boom du colis, puisque d'abord les volumes avaient beaucoup progressé donc pendant la première période. On savait qu'on était encore en position de danger, voire de reconfinement, ce qui s'est avéré sur la fin de l'année, avec en plus ce qu'on appelle chez nous la peak période, c'est-à-dire la fin de l'année qui est une période très dense, voire exceptionnelle toujours en termes de volume de colis. Et donc du coup là, on a
un petit peu, enfin, quelle est notre stratégie, qui a été une stratégie aussi offensive. Donc, on a décidé de communiquer très tôt, parce qu'il fallait prendre la parole, enfin, nous avions décidé de prendre la parole avant tous nos concurrents, puisque le colis est un marché extrêmement concurrentiel, pour expliquer comment on allait faire face à cette pic période, comment on était organisé au plan logistique, au plan humain, pour la distribution, etc. Et quels services on allait annoncer, proposer à la population, et un service d'une fiabilité réelle, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, maintenant qu'on était effectivement organisé avec tous nos process revus pour intégrer les conditions de sécurité, on allait pouvoir être au top pour assurer cette période, cette dite peak période. Voilà. Et donc là, on a pris la main, on a communiqué les premiers, on a eu un petit peu de chance parce qu'on est passé juste avant le confinement, ce qui fait qu'à l'annonce du deuxième confinement, l'ensemble de la presse avait l'ensemble de nos éléments. Ils étaient prêts effectivement à tourner des reportages partout. Moi, j'avais effectivement aussi mis l'ensemble des équipes sur le terrain qui étaient prêtes à accompagner tout le monde dans cette l'ensemble des demandes presse sur le terrain pour aller voir les plateformes colis, crouler sous les colis et les facteurs livrés pour la période de Noël. Et donc là, on a eu vraiment énormément de retombées qui ont permis de montrer les postiers là où ils étaient, c'est-à-dire au travail, en train de traiter les colis et de les livrer. Et de les livrer à temps pour que les gens puissent les avoir sous le sapin à Noël. Et au final, on aura quand même cette année livré 470 millions de colis, c'est-à-dire 100 millions de plus environ que l'année dernière. Donc, ça a été une performance effectivement considérable. Voilà sur cette deuxième période, ce qui fait qu'à la fin de l'année, et là j'ai bientôt fini, donc grâce à cette période de communication positive qui a été très positive, vous allez le voir aussi par un petit film qui va clore donc sur cette période de fin d'année. Donc on a commencé à remonter et là maintenant nos études nous montrent qu'effectivement on a réussi à redécoller et on a commencé à progresser et à grignoter, remonter donc dans les benches pour finir sur un clin d'œil, donc dans les benches sur la posture d'utilité et de reconnaissance de la population. Voilà, je ne sais pas si on a le temps ou si c'est peut-être pas nécessaire qu'on passe au deuxième film qui montre voilà, les sujets de… Pardon ? Il fait 1 minute ? Je ne sais pas. Bon, Matt, c'est toi qui décides. Et sinon, je vous propose, comme vous le souhaitez, soit on se prend 1 minute avec un petit film qui montre donc la fin de l'année, soit on passe à l'échange questions-réponses. J'aurais tendance à dire on passe aux questions-réponses. Très bien, moi après, à la fin, on peut passer le film pour clôturer Parfait. le premier bench. Parfait. Donc, on a quelques questions sur le chat. Donc, yes. Première question, je pense que tu dois, Mario. Première question, peut-être en Est-ce que je peux passer des messages personnels? Moi, je vais te les lire. Donc, la première question, c'est comment avez-vous organisé le recueil des informations internes? Par exemple, fait monter des petites histoires, comme tu as parlé des dessins sur les boîtes aux lettres. Alors ça, c'est la Poste a quelque chose enfin, elle a plein de choses de merveilleux. Moi, je pourrais en parler vraiment des heures. Donc, faites attention, ne m'invitez pas trop souvent. Mais donc, c'est évidemment une entreprise qui est extrêmement diffuse et étant très, très diffuse, on est très décentralisé. On a une organisation en communication qui est très décentralisée puisqu'il y a une direction de la communication siège, dont je fais partie. Il y a des directions de la communication dans les branches d'activité, courrier colis, réseau, numérique, etc., colis international, enfin bref, partout. Et puis ensuite, on a des structures donc sur le terrain. Donc, nous, on a des pôles régionaux de communication et puis il y a aussi donc des communicants, pareil, dans les branches sur les terrains. Donc, on n'est pas des millions, puisque moi, je suis pilote de la filière communication, donc je peux vous dire qu'on doit être précisément 474 ou quelque chose comme ça, tout compris, et donc y compris avec les gens qui font de la com RH, etc. Mais donc, on a effectivement ce réseau, et donc du coup, ce réseau, et je vous disais, j'ai une 35 attachés de presse en région, et donc qui sont dans des cellules où ils ont des collègues qui sont sur la com interne, qui produisent des contenus, etc. Et donc, tout le monde était mobilisé. Moi, j'avais un call tous les soirs à 17h
avec le service presse national et puis l'ensemble des équipes presse en région. Et donc, on passait chaque jour les consignes de ce dont on avait besoin pour faire remonter sur l'ensemble des filières. La même chose à travers les branches. Et donc, tout le monde faisait… on a une remontée… un attaché de presse qui faisait un reportage, qui suivait une tournée, donc prenait des photos, faisait remonter les photos, qui passait à la com interne, qui faisait le papier, qui le passait à la com interne, qui l'utilisait sur les médias internes, qui les passait ensuite aux réseaux sociaux, qui les tweetait. Enfin, voilà, ça a été un des moments vraiment très, très, très importants et très, très riches, je crois, pour nous tous. C'est que là, on était tous, quelle que soit notre spécialité en com, interne, externe, on était tous tellement mobilisés vers le même objectif que du coup, l'ensemble des équipes ont vraiment travaillé dans une symbiose absolue, vraiment tendue vers le même objectif et vraiment dans une logique de mutualisation et de multiplication des formats multimédia en temps réel, tout le temps, complètement timés ensemble. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que pleinement. Maintenant, deuxième question de Delphine. Donc, la baisse du volume du courrier était liée à l'annonce de la réduction du service et aux messages concernant les fermetures des bureaux de poste. Et comment est-ce que tu as compensé ces messages contradictoires? Alors, non, puisque c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'avant même que l'on soit conduit à diminuer pendant 3 semaines la distribution, les volumes avaient déjà chuté. Ce qui fait chuter les volumes, c'est pas qu'on passe pas. Ce qui fait chuter les volumes, c'est que le courrier n'est pas envoyé. Et s'il n'y a pas de courrier, c'est parce que si les volumes ont chuté de 50%, à ce moment-là, au début du confinement, c'est parce que l'activité économique s'arrête. Et quand les gens pensent à la poste et au courrier, ils pensent à la lettre qu'ils n'écrivent plus d'ailleurs. On va quand même se le dire. Je ne saurais vous encourager à écrire et envoyer des cartes postales. Mais dans la réalité, sur les volumes de courrier, la lettre d'un particulier à un particulier, c'est-à-dire les faire-part, les vœux, etc., ça représente 3% des volumes. D'accord ? Si on inclut ce que les particuliers envoient aux entreprises, ma facture EDF, par exemple, pour ceux qui payent encore par chèque leur facture EDF, qui n'ont pas dématérialisé, ça mène à environ 15%. Tout le reste, c'est-à-dire 85% des volumes de courrier, c'est émis par les entreprises. Donc, quand l'activité économique s'arrête, il n'y a plus de courrier. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Donc, d'abord, il n'y a plus de courrier. Puis, on a adapté le service aux conditions sanitaires et au volume. Et ensuite, le temps de pouvoir réorganiser, encore une fois, la partie logistique pour pouvoir ensuite reprendre une activité qui n'a fait que de tendre ensuite vers la normale qui est revenue effectivement rapidement. Ok, merci. Après, je vais faire un 2-1. On a une question de Johanna et une complément de Fabienne. Donc, comment avez-vous coordonné entre les services à la com, le presse, le web, les réseaux sociaux et les com internes aussi? Oui, bien sûr. Alors ça, c'était intrinsèquement construit comme ça, c'est-à-dire tout était en coordination, puisqu'en fait, comme je vous le disais, chaque journée commençait par à 9h00 une réunion donc sous le pilotage de Nathalie Collin, donc la DGA en charge de la branche numérique et de la communication, donc qui pilotait une cellule de crise qui réunissait la com interne, la com externe, les réseaux sociaux, c'est chez moi. Enfin, on était et la pub naturellement, une petite task force. On était 4 ou 5 autour d'elle, et donc on décidait, on prenait l'ensemble des décisions avec elle, où elle nous donnait, parce qu'elle-même avait des cellules de crise tous les jours, évidemment, avec le comité exécutif du groupe. Et donc, du coup, elle nous répertoriait les décisions, on discutait ensemble, on se faisait donc le plan de marche de la journée. Et à partir de là, chacun de nous, donc l'ensemble étant briefé en même temps, en temps direct, en ayant en plus pris les décisions ensemble, donc retournait vers ses propres réseaux, porter la bonne parole. Je prenais l'exemple, la presse, donc qui est celui sur lequel je suis souvent le plus engagé. Et donc, ça veut dire que moi, en sortant de là, je briefais mon service presse, qui briefait la filière presse territoriale immédiatement. Donc, une espèce de cascade qui partait de
la réunion de crise du matin qui réunissait l'ensemble des fonctions communication groupe pour ensuite pouvoir décliner sur l'ensemble des entités du groupe jusqu'au bout du territoire. Ok, merci Marie-Aude. Une question de Benjamin. Est-ce que cette crise vous a fait changer des choses de façon pérenne en interne à la Poste? Et est-ce que vous avez réinterprété votre ambition d'être la première entreprise de service de proximité humaine à la lumière de cette crise de la proximité humaine? Alors, ce que ça a changé, on a passé le temps qui est nécessaire ensuite à l'analyse effectivement des processus qui nous ont conduits parfois à prendre des mauvaises décisions. Moi, je prétends pas qu'on a pris toujours des bonnes décisions. Je dis juste que c'était très difficile et qu'on a fait au mieux. Donc, ça nous a conduit effectivement à revoir l'ensemble des modes de fonctionnement entre nous et à resserrer, mais vraiment au niveau de l'entreprise, hein, pas qu'au niveau de la com, mais à resserrer vraiment les modes de fonctionnement et évidemment à retravailler tous les PCA, etc. Enfin, encore une fois, même si la crue centenale, c'est un exercice qu'on fait tous régulièrement en matière de PCA, là, la pandémie de proximité comme ça, c'était pas spécialement forcément dans les exercices. Bon, ben maintenant, effectivement, ça les a intégrés et donc, du coup, on a vraiment resserré toutes ces procédures-là, à la fois de prise de décision, de pilotage de crise et de PCA. Donc, ça a été vraiment important. Et au niveau de la com, même chose. C'est-à-dire qu'on a fait l'analyse de l'ensemble de ce qui s'est passé, de la manière dont on a travaillé. Et en tout cas, on n'a pas si mal travaillé que ça. Je trouve vraiment qu'on a fait du bon boulot parce qu'on a su immédiatement se souder. Et je pense que ce qui va rester aussi durablement pour la com, c'est cette conviction absolue qu'il faut travailler d'une manière totalement symbiotique quand on est en crise interne, externe, réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Sur le service de proximité, rapidement, bien sûr que non. On va sûrement pas renoncer. D'ailleurs, on annonce notre nouveau plan stratégique 2030, là, le 25 février. Et je peux, sans dévoiler de grands secrets, que les services de proximité resteront au cœur de notre stratégie. Donc, la pandémie de contact est un élément que l'on a maintenant intégré. Encore une fois, la sidération qui nous a tous atteints, elle a été intégrée largement. Le deuxième confinement, personne ne s'est rendu compte de rien. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une grande partie de la France qui était confinée, mais à la Poste, ça a fonctionné normalement. Les colis ont été livrés, les bureaux de poste étaient ouverts, etc., etc. Donc, on a intégré dans nos modes de travail logistiques et industriels et commerciaux et d'accueil, l'ensemble de ces contraintes-là. Et en revanche, on a été très, très fiers de ne rien lâcher sur les services de proximité aux plus fragiles, c'est-à-dire le fait de continuer à distribuer les repas, évidemment, tous les jours, enfin 6 jours sur 7, c'est comme ça que c'est organisé, le fait de délivrer les prestations sociales, on n'en avait pas entendu parler, en avril, en mai, alors que c'était dans des conditions extrêmes, évidemment pendant le deuxième confinement, etc. Donc, on reste extrêmement conscient de nos responsabilités en matière de service à la population et notre réseau qui est le plus dense de France doit servir à apporter des services de proximité partout à ceux qui en ont besoin. Ok, il nous reste 3 questions, mais je pense que tu as déjà répondu à une question de Fabrice sur un peu le remontée de feedback sur le terrain. Donc, deuxième question de Fabrice, c'est comment est-ce que tu as géré en interne entre les postiers sur le terrain et les cadres au siège en télétravail? Et, en fait, ça se passe par… il y a une maille assez fine. Comme je vous disais, par exemple, on est organisé en branches d'activité. Donc, par exemple, pour les facteurs, donc ils sont au sein de la branche service courrier-colis, puisqu'ils font à la fois des services de proximité, ils apportent du courrier et du colis. Et donc, en soi, cette branche d'activité est comme une énorme entreprise, 70 000 facteurs, une quarantaine de milliers d'encadrants, etc. Vous imaginez des plateformes industrielles partout en France, etc., etc. Et donc, eux-mêmes, ils ont leur tissu et leur maillage. Donc, en fait, tout passe. Ça veut dire qu'au bout, il y a une directrice de la communication de la branche service courrier-colis qui est en relation permanente et étroite avec nous, c'est-à-dire que c'est immédiat.
qui travaillaient avec nous chaque jour et donc qui faisaient le lien et chacun faisait le lien effectivement sur sa branche. On se retrouvait tous au sein de la cellule communication groupe. De ce point de vue-là, pour le coup, je pense pouvoir dire, même si vraiment on n'est pas parfait, mais que ça, c'est quelque chose que vraiment on sait faire. Parce que quand on est de manière structurelle une boîte très décentralisée, on sait fonctionner comme ça. Moi, je sais en 2 secondes, j'en sais rien, moi, piloter à distance un reportage du Petit Bleu du Lot-et-Garonne. Il n'y a aucun problème parce qu'on a vraiment un maillage de proximité et régional très, très fin. Très fin. Là, ça fonctionne bien. Parce que c'est identique. Donc, il n'y a pas de problématique que les postiers sur le terrain comprenaient pas pourquoi eux ils étaient sur le terrain et les cadres étaient plutôt chez eux. Excuse-moi, j'avais pas compris la question. C'est-à-dire qu'en fait, les postiers oui, le col bleu, on est d'accord, je comprends. En fait, les postiers qui sont sur le terrain, vraiment ce qui guide le fait qu'ils deviennent postiers, c'est vraiment, la volonté d'être utile au service de la population. Et ils aiment ça, c'est-à-dire qu'ils aiment être dehors, ils aiment aller voir les gens, ils choisissent ce métier pour ça. Et donc, ils trouvent, c'est pour ça qu'on n'a pas eu, contrairement à ce que disaient les syndicats, des arrêts, etc. Personne ne dit, ah ben non, pourquoi nous, on n'est pas confinés? Parce que leur job, c'est ça. Ils le savent, ils le connaissent et ils aiment ça. Donc, du coup, il n'y a pas d'opposition, alors, je ne dis pas qu'il y a, je ne peux pas, toujours pareil, on peut être démenti par les faits toujours sur 250 000 personnes, il y en a peut-être qui ont pensé ça. Mais les postiers de terrain aiment être dehors, aiment rencontrer les gens, aiment accueillir les gens, c'est leur job, ils le savent, et ils ont vraiment l'idée de la mission de service public, et c'est pas par hasard qu'on choisit ce métier-là, vraiment chevillé. Donc, du coup, s'ils ne travaillent pas, s'ils ne sont pas sur le terrain, ils ne travaillent pas. Donc, évidemment, on a demandé aux postiers qui étaient fragiles de ne pas travailler. Hein. Donc, on a mis à l'abri les gens qui avaient des problèmes de santé, etc. Eux directement, on leur a demandé de ne pas travailler. Ils sont arrêtés. Mais ceux qui avaient la capacité de le faire l'ont fait. Il n'y a pas de fausse fin. Je n'ai pas senti et je n'ai pas eu d'informations particulières concernant cette remontée. Je pense que vraiment, ils sont guidés par le sens de leur mission. Merci, Marie-Aude. On a aussi une question de Valérie, mais je pense que tu as répondu ça avant sur ce que tu referas et ce que tu ne referas pas. Donc je propose aussi dans le voir qu'on est à 9h56. Donc peut-être on va clôturer le premier Bench Live. Donc un grand merci à Marie-Aude d'avoir partagé cette expérience. Donc c'est vraiment, ça donne un peu le ton pour le Bench. Merci à Audrey aussi d'avoir être la grande animatrice de cette réunion. Et Audrey, peut-être on peut clôturer aujourd'hui. On vous remercie à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. J'espère que c'était utile. Et on va terminer avec les petites vidéos que Marie-Aude a préparées aussi. Un grand merci et bonne journée à tous. Merci à tous. Merci pour votre invitation et merci pour votre écoute et vos participations. Eh bien, merci infiniment, Marie-Aude, et merci Audrey pour l'organisation de ce premier comment. Et on se retrouve tous le mois prochain. Oui, en effet, le mardi 9 mars à 9h se tiendra le second rendez-vous du Bench Live où nous inviterons Hubert Blanquefort, directeur de la communication digitale et innovation de EDF, sur le retour sur les digital experiences et plus précisément les Electric Days. Bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.